Mais je tiens d'abord en écho amical à dire merci pour cette invitation. C'est peut-être la dernière fois que je viens. Mais il y a toujours une dernière fois, seulement on ne sait jamais quand c'est. Mais disons que je suis quand même heureux d'être ici, même si à chaque fois que je viens, depuis maintenant beaucoup de fois, à chaque fois c'est la pluie absolument terrible, avec une variation quand même. La dernière fois, j'ai été mouillé du haut. Cette fois-ci, j'ai pris le parapluie de l'hôtel, j'ai été mouillé, pas du haut, mais du bas. Donc, je veux dire par là que, à force de venir, je vais être essuyé, essoré totalement, si vous voulez, par contre. Mais le reste, le soleil est venu quand même. J'ai téléphoné à Strasbourg, il fait mauvais aussi, il pleut. Et donc on peut dire que... Alors, je tiens vraiment à dire merci, chaleureusement merci pour cette invitation, qui dépasse pour moi le cadre linguistique et qui s'inscrit quand même, puisque le langage dépasse le langage lui-même par ses propres forces, et s'inscrit dans cette inabordable extension de l'être en soi que porte chacun dans la collatéralité du futur, dominé par des mots simples, à savoir le bonheur d'être et de parler simplement. Vous avez eu l'illustration de mon parler simple, et je veux dire par là, après toute cette gymnastique rhétorique, si vous l'acceptez, je vais démarrer et donc parler aujourd'hui de mon nom et personne, qui est je et qui es tu. Ce travail s'inscrit, si vous voulez, dans un travail mené surtout historiquement avec Vassiliadou, Elena, et donc tout ne me revient pas, même si une partie je l'ai étendue, et elle est la partie plutôt le côté historique avec le côté grec, auquel je ne ferai pas beaucoup allusion aujourd'hui, de prosopone, et le côté latin de persona. Et donc, ce que je veux montrer simplement dans mon introduction, c'est de dire que s'il y a une question qui semble ne plus poser trop de problèmes dans le domaine des expressions référentielles, c'est bien je et tu, dans la mesure où, généralement, et ce n'est absolument pas faux, on les définit dans le cadre locutoire en disant que je, c'est la personne qui parle, et en disant que tu ou vous, c'est la personne à laquelle on parle ou à laquelle s'adresse, si vous voulez, la parole de je. Je vais laisser de côté tous les problèmes de variation de nous qui équivaut ou vous, est-ce que c'est tu plus il ou est-ce que c'est tu, etc., des choses comme ça. Je laisse de côté, on est bien d'accord, et je m'intéresse uniquement donc à je et à tu, également sans faire la distinction qu'il faudrait faire entre les formes je et les formes moi. Ça, c'est encore un autre domaine. Je puis faire ici allusion aux travaux de Lehmann, qui a essayé de montrer que moi n'est pas comme je, etc. Donc, on est bien d'accord, je laisse ceci de côté, et je ne m'occuperai que de je et de tu, avec pour simple but, dans une linguistique cumulative que je défends encore aujourd'hui, même si peut-être ça n'a pas trop, ou ça n'a plus trop de succès, l'idée de dire qu'il y a des résultats stables auxquels on peut ajouter de nouveaux petits résultats ou de nouveaux grands résultats. Ça ne sera peut-être pas des grands aujourd'hui, mais je veux dire par là, je m'inscris donc dans un type de linguistique qui dit qu'il y a quand même un petit progrès des connaissances qu'on peut faire. Quel que soit le cadre théorique, même s'il faut, comme en amour, qu'il y ait parfois des bascules qui se fassent. Ne riez pas, Mathilde, enfin, non, mais qu'il y ait des bascules qui doivent se faire, si vous voulez, pour qu'il puisse y avoir progrès. Alors, les deux points sur lesquels je parlerai donc d'abord de la théorie locutoire de je et de tu, en essayant de dire quelles sont les petites modifications qui y ont été apportées, mais qui ne sont pas toujours encore mises au premier plan ou qui ne sont pas encore stabilisées totalement. Et ensuite, j'essaierai de montrer qu'il faut y ajouter deux prolongements ou deux aspects qu'il faut ajouter à cette partie locutoire. C'est le fonctionnement indexical de je et de tu, qui est souvent passé sous silence parce que je et tu ne semblent pas poser de problème. Donc, c'est là-dessus que je voudrais développer ma deuxième partie. Et ma dernière partie portera sur un aspect qui est encore moins bien vu, même si très souvent il apparaît, mais alors mêlé, entremêlé et pas avec trop de différence, à savoir je et tu comme marqueur, si vous voulez, de la subjectivité ou de ce qu'on pourrait appeler comme marqueur de la représentation proprioceptive d'une conscience. Donc, c'est ça ce que j'essaierai de montrer. Et à la fin, j'essaierai de vous introduire aux galettes, puisque je crois que c'est les galettes qui sont promises, et donc de faire une transition assez rapide vers les galettes. Comme je l'ai dit à l'arrivée, sous les galettes, la plage. Alors,
Que voulez-vous de plus? Alors donc, je démarre tout de suite avec la première partie que vous avez sur l'exemplier, la conception énonciative standard. Alors, on y est conduit très simplement. Si vous acceptez de dire que la situation de communication comporte un locuteur et comporte un interlocuteur, plus les autres éléments que vous avez tous appris en première année, hein, dans les cours jacob-pontiens, etc., si vous vous intéressez ou vous vous demandez après quelles sont les expressions linguistiques qui permettent de renvoyer au locuteur et qui permettent de renvoyer à l'interlocuteur, il est évident que la réponse sera de dire que c'est « je » qui permet de marquer que c'est le locuteur et que c'est « tu » qui permet de marquer que c'est l'interlocuteur. On y ajoute généralement la troisième personne « il », en disant à ce moment-là que il, et c'est la conception élocutive ou locutoire, ou élocutive et ensuite délocutive, etc., pour un autre élément sur lequel je reviendrai. Donc standard, à savoir que je, c'est le locuteur, c'est celui qui parle, tu, c'est celui auquel on parle, et on ajoute bien souvent que il, c'est celui ou l'objet dont on parle. Et on a à ce moment-là la triade standard, donc un qui parle, un auquel on parle, et un ou quelque chose dont on parle. Vous l'avez déjà, si vous voulez, je l'ai mis pour cette histoire, si vous voulez, de conception standard, vous l'avez aussi bien dans l'Antiquité, vous verrez qu'aujourd'hui encore. La seule chose, c'est qu'il y a deux précisions à apporter ou deux petites rectifications à apporter, donc ça sera ma première sous-partie à l'intérieur de la première partie. Une première rectification très importante qui, là aussi, je l'ai mis sur l'exemplier, je le développerai un petit peu, a été aperçue déjà très tôt, mais n'a quand même pas réussi à perdurer, à savoir la première précision, c'est que quand vous dites que « je », c'est celui qui parle, et quand vous dites que « tu », c'est celui auquel on parle, vous définissez « je » et « tu » par leur rôle dans l'énonciation. Et si vous prenez « il » et vous dites que « il » c'est celui ou l'objet dont on parle, vous glissez du rôle dans l'énonciation, vous glissez sur un autre plan qui n'est plus le même, mais vous glissez au rôle dans l'énoncé. Et alors si on regarde « je » et « tu », quel est le rôle dans l'énoncé? On s'aperçoit que c'est la même définition que « il ». Quand je dis « je suis amoureux », je parle bien de moi, donc je suis celui qui parle, mais je suis aussi l'objet de l'énoncé. Je suis aussi celui dont je parle. Et si je dis à tu es amoureux, le tu, c'est celui auquel je parle, d'accord, mais c'est aussi celui dont je parle. Du coup, ça c'est la première rectification à apporter. Et là, je vous l'ai mis, vous l'avez déjà, vous regardez, si vous voulez, chez Priscien, je ne sais pas moi qui ai lu Priscien, mais Colomba qui rapporte qui disait, Priscien déjà, la première personne, c'est quand celle qui parle d'elle-même. Ça a été relevé par Villemez, vous l'avez aussi chez Arnaud et Lancelot, je vous l'ai mis sur l'exemplier. Quand un homme parle de soi-même, le sujet de la proposition est le pronom de la première personne. Donc on voit bien que c'est aussi la personne dont on parle. Et la même chose, si vous voulez, pour tu également, hein. Donc, vous pouvez regarder que ceci n'est pas toujours, j'insiste bien là-dessus, n'est pas toujours réalisé, puisque vous avez quand même encore, je peux vous le dire, je vous l'ai mis sur l'exemple, vous avez encore chez Galmiche, la Gaga, Arrivé Galmiche et Arrivé Gadet et Galmiche, pardon, vous avez encore des gens qui disent que, le « il », c'est l'objet ou la personne dont on parle. Donc, on se met bien d'accord. Une première rectification qui est importante, c'est qu'on ne peut pas définir « il » par rapport à « je » et « tu » en disant que c'est l'objet ou la personne dont on parle. Par contre, on peut garder la notion d'énonciation en disant que, on y reviendra pas après, que « il » ne participe pas au schéma d'énonciation et donc que « il » est conçu comme une personne en dehors du système de la locution. La deuxième petite rectification, qui est plus connue, alors celle-ci est beaucoup plus connue que la première, mais malgré tout, vous avez encore des gens qui continuent parfois par rapidité, hein, mais pas par réflexion, et donc il ne faut pas que je m'attarde longuement dessus. La deuxième rectification concerne le sens de personne.
On peut même voir, même chez Benveniste encore, Maillard le signale dans son article de 74, on s'aperçoit qu'on a tendance à, une fois parler de personne dans le sens ontologique de être humain, et une autre fois de parler de personne dans le sens grammatical. Alors, ce qui y porte, c'est que depuis l'Antiquité, le mot personne est ambigu. Et chez les Grecs, avec prosopone, ou comme en latin avec persona, vous avez déjà la même ambiguïté qu'aujourd'hui. Personne désigne à la fois la personne humaine, désigne aussi le masque, la personne de théâtre, etc. Et vous avez aussi personne qui désigne la personne grammaticale. Donc l'idée, c'est de dire que, et c'est ce qui est important, c'est pour il, c'est comme je et tu ne marchent que pour les personnes, la tendance est de reporter sur il. Si vous voulez, le côté, on conserve personne, et on dira à ce moment-là que il, c'est la personne dont on parle, mais dans le sens ontologique. Alors vous pouvez le voir vous-même, Denis de Trace, vous voyez, c'est Lalo qui l'a relevé, dit bien que, il fait l'erreur, ils disent que la troisième, c'est celui dont on parle. Alors que déjà, à cette époque, c'était aussi une personne grammaticale, et donc tout objet pouvait marcher à la troisième personne. Vous l'avez encore dans le Petit Robert, qu'on parle de lui, vous pouvez regarder en B. Hein. Vous l'avez aussi dans, si vous voulez, arriver, garder, égal, mich, vous l'avez aussi, et qui marque, c'est troisième personne, c'est la personne dont on parle, même si elle peut être physiquement présente, elle ne participe pas à l'instant de l'énonciation, elle en est absente. Alors la deuxième partie est correcte, mais c'est l'idée de la personne qui est un peu ambiguë. Alors, j'ai mis en petit 2, I et A, etc., puisque je vous dis, personne aujourd'hui ne fait plus l'erreur en disant que il ne peut marcher que pour les personnes. La seule chose qui en découle, c'est est-ce que cette différence oblige à séparer je et tu de il, comme par exemple Benveniste qui en fait une non-personne, ou est-ce qu'on a encore intérêt à les conserver ensemble? Alors là, sincèrement, le débat reste ouvert. Si vous axez sur le fonctionnement, vous pouvez les séparer. Si vous axez sur la syntaxe, et du point de vue grammatical plus fort, vous pouvez les rapprocher. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce que je et tu et il ont de commun, c'est leur fonctionnement grammatical, comme pronom et non pas comme syntagme nominal plein. Et la deuxième chose aussi, c'est que vous pouvez les définir du point de vue locutoire en disant, c'est plus locutoire, comme a fait Pagal-Michmaillard, et dire que il, c'est non locutoire. Ce débat reste ouvert et les grammaires, certaines grammaires les réunissent, d'autres grammaires les séparent. Par contre, là où il faut bien se mettre d'accord, c'est qu'ils ont le même rôle dans l'énoncé, à savoir qu'ils permettent de parler à la fois du locuteur, de l'interlocuteur ou de la personne qui est en dehors, et de l'objet qui est en dehors du circuit, si vous voulez, de la locution. Alors ceci, donc, c'est la position standard, où c'est l'état à peu près des connaissances sur je, tu, si vous voulez, et il, avec, si vous voulez, le côté du fonctionnement. Alors, pourquoi faut-il compléter ou ne faut-il pas compléter? Je vous propose, pour montrer que malgré tout, il y a déjà des petits problèmes, je vous ai mis là un exercice de première année de linguistique. Alors, ce n'est pas pour vérifier si vous arriviez à le faire, puisque tout le monde arriverait à le faire, mais ça me rappelle quand on a démarré avec Rigel, c'est ce type d'exercice qu'on posait à l'époque. Vous voyez, où il fallait calculer, chercher, etc. Regardez bien pour montrer que quand même il y a déjà des questions, mais c'est que ça, on peut encore tout expliquer avec l'énonciation. Hein. Regardez bien, vous avez « et je me suis dit, tu ne vas quand même pas lire tout Proust ». Si vous réfléchissez avec le « je me suis dit », je, locuteur, je me dis à moi, interlocuteur, et pourtant j'utilise « me ». Mais maintenant, si je continue, si je prends 2, et si je mets à la place de me le tu de l'interlocuteur, ça ne marche plus puisque j'ai et je t'ai dit. Si vous prenez 3 maintenant et que vous voyez bien et je me suis dit, j'accepte donc je me suis dit, et vous voyez bien que, regardez l'autre, je ne vais quand même pas lire tout Proust, c'est moi qui l'ai dit, je devrais pouvoir dire je, et pourtant là ce n'est que tu qui marche. Le même tu qu'on refusait pour me, ici il est bivalent.
Alors évidemment, les étudiants ça n'arrivent pas toujours à comprendre. Les plus subtils comprennent tout de suite en disant oui, monsieur, c'est le discours rapporté direct. Quand il y a le discours rapporté direct, il y a deux énonciations. Et donc, si je prends la première énonciation, je dis à quelqu'un d'autre qui n'est pas là physiquement présent. Donc, je ne peux pas mettre le me à la place du tu, puisque c'est la personne à laquelle je raconte ce que je raconte. Et dans le deuxième système d'énonciation, comme je le dis, si vous voulez, à moi, ben, il faut bien que je me dise toi. Sinon, dans ce deuxième système d'énonciation, si vous voulez, je ne suis pas. Ce n'est pas tellement rigolo, hein, je le reconnais, mais disons que ça permet quand même déjà de montrer que si quelqu'un veut avoir de bons points en première année, si vous voulez, il peut s'y prendre. Alors, donc, si vous voulez, comme conclusion de cette première partie, hein, comme conclusion de cette première petite partie, simplement de dire que sur une base morphosyntaxique, on peut réunir je, tu et il dans la catégorie, si vous voulez, de la personne. On peut les réunir aussi sur la base sémantique en disant que deux, c'est du locutoire et une, c'est du non-locutoire. Ce qu'il faut laisser évidemment de côté, c'est l'histoire de il comme référent à une personne, puisqu'il peut référer sur un objet, et ce qu'il faut aussi encore laisser de côté, j'aurais fait la conclusion après de ce que j'ai raconté, il faut laisser aussi de côté que je et tu s'opposent à il, parce que il égale celui dont on parle, alors que je et tu seraient le locuteur et l'interlocuteur. Puisque dans les trois cas, ils ont un rôle dans l'énoncé, et si vous voulez, j'en parle. Alors, je vous propose maintenant, si vous voulez bien, en transition, la question. Avec je et tu, c'est pas la peine de continuer, alors qu'avec il faut continuer, puisque si j'ai dit que il, c'est du non-locutoire, le négatif, ça me renseigne sur pas grand-chose. Hein. Si vous prenez ici et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, généralement, des gens, ou alors avec le là-bas, très souvent, les gens définissent là-bas comme étant l'endroit qui n'est pas ici. Mais si je dis que là-bas, c'est l'endroit qui n'est pas ici, je ne sais pas grand-chose. Hein. Ça veut dire par là que vous ne trouverez pas où c'est. C'est la même chose un peu pour il. Si je dis que il, c'est du non-locutoire, ça ne m'avance pas beaucoup. Et là, tout le monde l'a compris, puisque du point de vue référentiel, on a surtout tartiné sur, si vous voulez, l'anaphore, puisqu'il a les trucs classiques, la science. Je ne vais pas développer ici les théories sur l'anaphore, mais c'est de là qu'est venue, si vous voulez, cette complexité et ces histoires de fonctionnement, alors qu'avec je et tu, finalement, on n'a pas besoin de continuer. Si je dis que je, c'est le locuteur et tu, c'est l'interlocuteur, il suffit que je regarde et c'est bon. Et c'est déjà gagné. Et du coup, c'est ceci qui fait que, généralement, l'histoire de je et de tu s'est arrêtée à cet endroit-là. Et c'est pas, encore une fois, ce n'est pas faux, mais j'espère maintenant, dans la deuxième et dans la troisième partie, essayer de montrer qu'on peut aller un peu plus loin. Alors, je vous propose d'abord une petite histoire, si vous voulez, pour commencer, pour vous montrer tout simplement que que tu, ce n'est pas toujours, si vous voulez, la personne à laquelle on dit tu. Puisque je rappelle la définition illocutoire et locutoire, c'est bien de dire que lorsque je parle, c'est que tu, c'est celui auquel je dis tu. Et on le définit d'ailleurs souvent comme ceci. Alors je vous propose une histoire, comme les philosophes du langage aiment en faire. Souvent, c'est parfois un petit peu arraché par les cheveux. La preuve, il ne vous reste pas grand-chose après. Donc, faites bien attention. Là, il y a quelqu'un qui a dû s'arracher sacrément les cheveux, même avant moi. Hein. Même avant. Oui, mais c'est quand même un peu de là que ça vient. Hein, alors, donc, une histoire, les philosophes du langage, les philosophes analytiques aiment bien les histoires du quotidien, les histoires de tous les jours. Et donc, une histoire de tous les jours. Alors, acceptons, donc on ne fait pas de linguistique, acceptons simplement que, donc, tu, c'est la personne à laquelle je dis tu, et que je, c'est celui qui parle, hein, le locuteur. Et acceptons le contexte, à savoir, c'est Sophie qui a envoyé Paul, son petit ami, faire encore des courses, et elle lui a dit, tu laisses la porte ouverte, parce qu'on n'a qu'une clé, et donc les philosophes du langage donnent toujours des précisions. Hein. C'est la clé, c'est ce qu'on appelle la clé de l'histoire. Et donc, il lui a dit, il n'y a qu'une clé, je laisse donc la porte ouverte. Et donc, elle laisse la porte ouverte, il regarde la télé, en train de voir Desperate Housewives. Enfin, là, non, mais je veux dire, pas là, le programme peut varier, c'est selon le philosophe analytique que le programme peut varier aussi. Ce qui fait qu'on apprend toujours plus que ce qui est raconté dans l'histoire. Alors, je reviens maintenant quand même à mon histoire. Alors, mon histoire, c'est que donc, elle regarde la télé, tranquille, et elle entend la porte grincer, la porte qui s'ouvre. Mais c'est pas Paul qui rentre, c'est son père.
parce qu'ils avaient quelque chose à faire à la maison, il y a un truc, etc., il fallait le fils qu'il arrive, et donc il est allé le chercher. Comme la porte était un peu ouverte, il ouvrait la porte tout doucement, mais la porte grince quand même, et la Sophie, sans se retourner, dit « C'est toi ?» Alors, je suis d'accord que c'est un truc tout à fait du quotidien. Hein. Je veux dire pas là que c'est pas un exemple marginal où vous allez dire, oh ben, c'est vraiment du quotidien. Eh ben, regardez bien, le père ne peut pas répondre, et c'est ça ce qui est intéressant, il ne peut pas répondre, oui, c'est moi, alors que c'est bien lui. Je veux dire pas là que c'est bien lui, c'est donc bien lui qui parle. Il ne peut pas répondre, oui, c'est moi, parce qu'il a compris, je crois que vous l'avez compris aussi, parce qu'il a compris qu'il n'était pas le référent visé, évidemment, et qu'il ne peut pas répondre à « c'est toi », il ne peut pas répondre par « oui, c'est moi ». Mais ce qui est plus fantastique, c'est que comme il ne peut pas répondre « oui, c'est moi », il ne peut pas non plus répondre par la négation, il ne peut pas non plus dire « non, c'est moi ». Je veux dire pas là qu'il dit « c'est toi », alors il aurait pu dire « non, c'est moi ». Alors il ne peut pas non plus, puisque, à moi, on pourra expliquer après pourquoi. Mais c'est encore, regardez bien, parce que ça serait contradictoire de « c'est toi », et l'autre il dit « non, c'est moi ». Donc, alors il ne peut pas répondre par ça. Mais chose plus surprenante encore, c'est qu'il ne peut pas non plus répondre « ce n'est pas moi », parce que c'est lui. Alors, sinon il aurait pu dire « ce n'est pas moi », comme c'est lui. Donc il ne peut pas répondre, si vous voulez, que ce n'est pas lui, et que c'est quand même à elle, c'est quand même elle qui s'est adressée à lui. Et enfin, il ne peut pas non plus répondre « oui, c'est lui », parce que si c'était lui, il aurait dû répondre « oui, c'est moi », et comme on a vu avant qu'il ne peut pas répondre « oui, c'est moi », il ne peut donc pas répondre. Alors, comme il ne peut pas répondre « oui, c'est lui », on pourrait penser, toujours en bonne logique, puisque je crois que vous avez compris que cet exemple est inspiré par le négationniste qu'on a à côté. Donc, il ne peut pas non plus répondre « oui, c'est lui », il ne peut pas répondre « non, ce n'est pas lui ». Parce que cette réponse, regardez bien, qui serait pourtant justifiée, n'est toujours pas une suite appropriée à l'interrogation « c'est toi », ne peut pas répondre « pardon, c'est pas lui ». Alors, j'espère que vous avez vu que l'histoire des pronoms, ça devient une histoire à la Raymond DeVos, ou à la Philippe Gueluc. Or, quand vous regardez, je vous ai mis en note, Philippe Gueluc a sur un de ses albums, c'est un des dessins qu'il a paru dans Le Soir belge, un des dessins absolument formidables, vous avez donc le chat qui tient un tableau qui représente le chat. Donc il le tient comme ceci, et il dit « c'est moi, le chat ». Mais ce qui est fantastique, c'est que le chat du tableau dit « c'est lui ». Vous voyez que vous avez quand même des choses absolument qui montrent quand même que la référence avec lui, avec moi, avec toi, ça ne marche pas toujours. Je tiens bien à le dire en note, un petit addenda grammatical. Très souvent, les dictionnaires définissent « Bibi » comme signifiant « moi ». Or, cet exemple vous permet de montrer que Bibi, c'est pas du tout moi, et que Bibi marche plutôt comme une sorte de pseudo-nom propre, si vous voulez, qui marche pour tout, mais comme nom propre, plutôt comme troisième personne que comme deuxième. Regardez bien, on pourrait avoir, le père aurait pu dire, lorsqu'elle dit « c'est toi », le père aurait pu dire « non, c'est Bibi ». Ça aurait très bien marché. Et vous regardez aussi que je peux dire, par exemple, comme discours, c'est Cornulier qui l'a relevé, je peux dire quelqu'un qui dit « c'est moi », l'autre qui dit « non, c'est moi ». Vous ne pourrez jamais avoir quelqu'un qui dit « c'est Bibi » et l'autre qui dit « non, c'est Bibi ». Donc, ceci pour montrer simplement, petite adada, que Bibi, il faudrait des études plus longues là-dessus, que Bibi, le célèbre Maurice Biot le rappellerait avec d'autres petites histoires, n'est quand même pas, ça tient du moi, mais ce n'est pas du moi. Alors, à chacun de voir exactement où ça s'accroche et si ça sera conservé. Donc, le père, je vous dis, il y a un tas de solutions. Il peut dire non, c'est le père de Paul. Enfin, vous voyez, ben, il y a un tas de manières de retomber sur ses pattes pour relancer si vous voulez. La seule chose, il y a deux leçons à tirer. Donc, première leçon, la leçon locale de l'histoire. Eh ben, tu n'es pas toujours celui auquel vous dites tu. Donc, je dis bien physiquement celui auquel vous dites tu. Première leçon locale. Deuxième leçon, si vous voulez, plus générale, et qui va me permettre de passer aux arguments linguistiques, ça montre quand même que, j'insiste bien, qu'on ne peut pas se contenter de dire que tu, c'est l'interlocuteur, et que je, c'est le locuteur, mais qu'il faut non pas dire que c'est faux, mais qu'il faut des prolongements, ou qu'il faut prendre d'autres aspects ou d'autres dimensions, si vous voulez, du fonctionnement de je et de tu. Alors d'abord des arguments linguistiques, et ensuite, pour cette prolongation, et ensuite des arguments philosophiques. Alors, arguments linguistiques, d'abord, très vite, si vous voulez, mais avant de commencer, je vous ai mis une petite citation de Bonnard,
et c'est ça ce qui est intéressant, puisque c'est quand même, si vous voulez, une grammaire de 1950, mais qui se démarquait de toutes les grammaires de l'époque, en ne disant pas que je, avant tout, c'est le locuteur, ou que tu, c'est l'interlocuteur, ou que il, c'est la personne dont on parle, ou alors le nom, mais qui insistait sur l'identité. Vous voyez, sur l'identification. Je vous ai mis la citation où ils disent « Les pronoms personnels désignent des personnes ou des choses, ils comportent une indication d'identité ». Alors c'est assez remarquable puisque ça n'apparaît pas, même après, on n'a pas repris. Hein. Et donc, si vous voulez, ce que j'essaierai de montrer maintenant, du point de vue argument linguistique, c'est qu'il faut ajouter donc la dimension de l'identification à je et à tu. Alors, argument linguistique d'abord, c'est que si l'identification allait de soi uniquement par locuteur et interlocuteur, on n'aurait pas des appositions identificatoires lorsque, soit dans le domaine de l'écrit ou etc., je vous ai mis en 14, je sous-signé X, vous me rappelez, etc., ou alors moi, Alain Delon, je ne connais qu'une personne, la mienne, etc. Oh, écoutez, plus maintenant, puisque vous l'avez vu, depuis qu'il fait de la publicité pour Crise, il est sorti de sa crise personnelle, si vous voulez, et ce n'est plus Alain Delon. Je l'ai vu encore aujourd'hui, en grand, si vous voulez, dans la rue du Maréchal Juin, ou du 6 juin, ou du 8 juin, 6 juin, bon, peu importe, etc. Deuxièmement, deuxième critère linguistique, eh ben, c'est tout simplement, ça explique la différence avec la différence entre moi et je, ou des choses comme ceci, c'est que vous pouvez avoir, dans les énoncés A et B, vous pouvez avoir à la place B, vous pouvez avoir un pronom de première, de deuxième et de troisième personne. Alors, si vous pouvez avoir des pronoms comme, vous voyez, du type, si vous voulez, c'est moi, c'est toi, ça suppose évidemment que le moi et le toi ne soient pas identifiés comme étant le locuteur ou seulement l'interlocuteur. Mais le moi et le toi renvoient une identité supplémentaire. Je vous ai mis un petit truc sur le téléphone. Vous voyez, quand quelqu'un dit au téléphone, il décroche et puis il appelle et puis il appelle quelqu'un qu'il connaît évidemment, sinon ça ne marche pas, et il lui dit « c'est moi », il peut le dire. Mais maintenant, si vous appelez le président d'université, si vous ne le connaissez pas, à moins que vous soyez en rapport très étroit avec lui, vous ne pouvez pas décrocher en disant « c'est moi », alors que c'est bien vous. Je veux dire, pas la gueule. C'est comme, il n'y a pas à chiquer là-dessus, hein, mais vous êtes obligé de dire « ah, je suis le doyen de trucs, je suis le… » Enfin, de préférence, un gros titre pour que ça marche. Hein. Oui, non, ils vont un gros titre, etc. Même chose, regardez bien. Vous ne pouvez pas non plus répondre à quelqu'un, vous verrez que c'est sacrément gênant au téléphone, si vous voulez, si vous décrochez, et puis quelqu'un répond, et c'est la personne que vous appelez, et vous dites « c'est vous ». Là, je vous assure, c'est vraiment l'effet garanti. Si vous dites c'est vous, il peut pas. C'est lui, évidemment, il dit pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Enfin, je crois que vous avez compris. Troisième, si vous voulez, troisième critère, eh bien, c'est pas beaucoup relevé dans la littérature, mais c'est quand même important. C'est que si je donnais le référent uniquement par la locution de je, et si tu donnais seulement le référent par le fait qu'on s'adresse à lui, j'aurais jamais besoin de gestes pour trouver le référent. Or, vous avez toute une série à l'oral d'emplois gestuels, qu'on appelle emplois gestuels de je, et d'emplois gestuels de tu. J'ai mis comme exemple l'histoire de l'entraîneur. Vous avez un entraîneur qui, à la mi-temps, si vous voulez, ou avant le match, il a 15 joueurs, il faut en éliminer, il dit « seront remplaçants aujourd'hui », il dit « toi, toi et toi », il est obligé de dire « toi, toi et toi ». Et s'il louche, alors, s'il est d'un strabisme divergent, s'il dit « toi », ça pose un problème. L'autre peut toujours dire « c'est pas moi ». Donc, je veux dire par là que le simple fait, si vous voulez, et vous le voyez bien, qu'il y a un fonctionnement référentiel qui est là, qui est un peu plus. La même chose, c'est pour ceux qui ont été à l'école communale avec les maîtresses. Vous le savez aussi, que lorsque la maîtresse dit « qui est-ce qui veut raconter le dimanche la promenade avec maman et papa dans les bois ?» Jamais les bois, mais enfin les gosses savent toujours raconter les bois. Alors vous avez tout de suite toute la moitié de la classe qui dit pas « moi », c'est les mains comme ça, hein, c'est au point que très souvent la plupart des maîtresses interdisent de dire « moi », et il faut simplement lever le doigt, c'est de là que vient. Donc je crois que c'est pas la peine de continuer, si vous voulez, plus longtemps, c'est que même je et tu,
que la référence soit réussie nécessite plus que la simple, si vous voulez, que la simple équation je, c'est celui qui dit je, et tu, c'est celui qui dit tu, sans que ça soit faux. Hein. Je répète encore une fois, c'est pas faux, mais il faut plus. Alors du point de vue philosophique, l'accent a été peu vu chez nous, ou un peu moins vu chez nous, mais les philosophes se sont beaucoup intéressés à cette histoire, philosophes et logiciens, notamment Kaplan, hein, qui est un des grands de la référence philosophique, et également Hector Neri Castañeda. J'arrive pas à mettre le petit truc dessus, hein, c'est Castañeda, mais je ne suis pas assez doué pour trouver la petite gondole qui va au-dessus. Or, ils ont bien insisté, il y a 30 ans déjà, sur le fait qui est important, c'est que la signification de je et de tu, je laisse de côté il, hein, puisqu'on n'en parle plus, on reviendra peut-être un peu, mais de je et de tu ne peut jamais être équivalente à la glose qu'on utilise pour les définir. Donc, si vous dites que je, c'est celui qui dit je, le sens même, ça ne peut pas être du sens synonymique, ou si vous voulez, ce n'est pas du sens descriptif, mais ça sera du sens instructionnel. Ça nous dit comment retrouver, mais ça ne nous dit pas que je égale celui qui dit je. Cet exemple est très intéressant pour bien faire la différence entre, il y a encore d'autres types de sens, hein, l'expérientiel et d'autres, mais entre ce qu'on appelle sens symbolique ou descriptif ou vériconditionnel ou dénotatif et sens instructionnel qui, dans les mots, est descriptif, mais qui, dans le fonctionnement, doit être agissant et non pas descriptif. Alors pour le montrer, vous avez plein, je ne vais pas développer longtemps, mais vous avez plein d'exemples si vous voulez. On peut sauter pour ne pas perdre de temps à 22 et à 23. Et c'est Benoît de Cornulier qui l'utilise de façon plaisante, si vous voulez. Si quelqu'un arrive en retard à une réunion et demande à son voisin, vous voyez, il y a l'orateur qui est en train de parler, et puis lui, il arrive et il dit qui est la personne qui parle. Et l'autre, qui est un petit farceur, locutoire, qui a bien appris sa grammaire, il dit « c'est toi ». C'est évidemment la personne, bon, c'est un peu idiot, mais ça montre quand même que, si vous voulez, moi ne désigne pas n'importe quelle personne qui parle. C'est ça ce qui est un petit peu. Même chose, si vous voulez, encore comme petites histoires, vous pouvez prendre cette histoire de Kaplan, et il dit que si je était la personne qui dit « je », à ce moment-là, si personne ne parlait, je n'existerais plus. Alors il a dit, si la théorie était connaître, il faudrait parler tout le temps. Et alors il explique, comme ils aiment bien faire des astuces, il a dit, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui la ferment jamais. Mais parce qu'ils veulent être, mais c'est vrai. Hein, bon, vous avez compris, c'est pas tout à fait faux. Hein. Mais je veux dire par là, quoi. Voilà. Alors l'idée, si vous voulez, qui est donc derrière, outre qu'elle prouve, et c'est important, que l'indication énonciative, locuteur pour je, allocuteur pour tu, n'est pas fausse mais insuffisante, elle montre aussi, si vous voulez, que, et c'est le point à retenir, qui est quand même un point important, pour la sémantique en général, il y a des expressions qui sont irréductibles à la paraphrase qu'on utilise pour les donner. C'est-à-dire que quand vous donnez la paraphrase ou la glose, peut-être paraphrase n'est pas un bon terme, mais quand vous donnez la glose, ça n'épuisera jamais, si vous voulez, le sens, ça sera. Alors pour différentes raisons, comme dit là, ça serait parce que c'est des indexicaux, dans d'autres cas, comme pour les couleurs, les odeurs et tout, ça sera plutôt l'expérience, ou ça dépassera toujours, si vous voulez, ce que vous pouvez en dire, si d'ailleurs vous pouvez en dire quelque chose, puisqu'il y en a, où on ne peut pas dire grand-chose. Alors je passe maintenant, si vous voulez, à qu'est-ce que c'est comme... Quel est donc ce prolongement référentiel ou identificatoire qu'il faut adjoindre à je et à tu pour pouvoir les décrire dans leur fonctionnement. Alors donc, ce que je propose, c'est comme tout le monde, c'est de dire que ce sont des embrayeurs ou des déictiques, ou encore vous avez toute une série de termes, je vous les ai mis sur l'exemplier, je crois. Vous avez particulier égocentrique, vous avez speech alternance, hein, donc vous voyez, qui permet de dire que le je devient tu, le tu devient je, etc. Ce sont des expressions sui référentielles, là on renvoie à Benveniste, hein, qui
c'est-à-dire comme le serpent qui se mord la queue, qui réfère à elle-même, que vous avez, ce sont des indicateurs, ça c'est souvent utilisé aussi, que ce sont des expressions indexicales, que ce sont des symboles indexicaux. Alors, ceux qui parlent de symboles indexicaux, c'est pour dire qu'il y a quand même, malgré tout, toujours une partie descriptive. Hein? C'est-à-dire, et pour je et tu, par exemple, ça sera la partie homme et la partie, si vous voulez, si vous considérez locutoire et illocutoire comme, si vous le considérez uniquement homme, vous pouvez le considérer comme descriptif, mais si vous considérez aussi le fait de parler ou de pas parler comme un trait descriptif, ça balancera aussi de ce côté-là. Vous avez aussi la notion d'index, c'est-à-dire ceux qui disent que ce sont des expressions qui fonctionnent comme l'index tendu, hein, quand on veut renvoyer à quelque chose. Et vous avez également l'expression token réflexive, qui me semble la mieux adaptée. Traduit en français, ça n'a jamais connu de succès. Ça a été traduit plusieurs fois par réflexif d'emploi, réflexif d'énonciation, hein, par plusieurs auteurs français. Ça n'a pas été retenu. Alors, la token réflexivité est quand même intéressante. Vous l'avez déjà très bien décrite chez Reichenbach, alors que généralement, on ne reprend Reichenbach que pour les temps grammaticaux, des choses comme ceci. Mais quand vous regardez sa description des déictiques, c'est déjà extrêmement bien à la fin vers les années 48. Hein, et donc, vous avez à peu près tout, et pourtant, ça n'a pas été stabilisé comme résultat. Alors, pour ce qui est, très vite, pour vous permettre, il y a, donc tout le monde a raison, mais quand même, on distingue à l'intérieur de toutes ces dénominations deux grandes branches. Vous avez la branche de ceux qui considèrent que c'est le lieu d'énonciation. Hein, donc, en somme, ce sont les localistes qui disent que la deixis se définit en termes de l'endroit où est localisé le référent que touche l'expression déictique. Et vous avez la deuxième branche qui considère qu'on arrive au référent visé par un déictique parce qu'on met au premier plan non pas le lieu de l'énonciation, mais le fonctionnement. Alors les localistes dominent dans les grammaires et dans les manuels. C'est de dire que, comme je suppose que vous le faites en première année, de dire une expression déictique renvoie à un référent localisé dans la situation d'énonciation. Hein. Généralement, on dit, donc c'est le locuteur, l'interlocuteur, c'est aussi les objets qu'il y a, c'est le moment de l'énonciation, c'est le lieu de l'énonciation, etc. Donc ça, c'est les localistes. Alors, simplement pour dire, c'est correct jusqu'à un certain point, là où ce type de théorie est un peu insuffisante, je ne dis pas qu'il faut la rejeter, mais là où elle est un peu insuffisante, c'est qu'il y a beaucoup d'expressions déictiques qui renvoient à des référents qui ne sont pas localisés dans la situation d'énonciation. Et alors là, vous êtes obligé d'inventer des deixis mémoriels comme par but, la deixis am phantasma ou des choses comme ça. Vous voyez, on peut s'en sortir, mais vous êtes obligé d'ajouter du charbon théorique pour faire tourner le fourneau du localisme. Alors de l'autre côté, les théories du fonctionnement se divisent encore en trois grandes branches, dont toutes les trois peuvent être maintenues et sont maintenues. Vous avez la thèse égocentrique qui dit que je est le centre du monde et à partir de je calcule en somme tout ce qui est autour. Donc je par rapport au moment d'énonciation, par rapport à l'endroit d'énonciation, par rapport aux objets. Alors par exemple ici et là, vous arrivez assez bien à le traiter dans ce cadre-là. Vous avez ensuite les thèses référentielles, type benveniste, que vous avez aussi où on dit que les expressions indexicales ont pour référent leur propre occurrence. Ah, donc pour je, ça marche assez bien, puisqu'on dira que je renvoie, si vous voulez, à l'instance qui a prononcé ce je, etc. Et vous avez le troisième côté qui connaît plusieurs termes, indicateurs, symboles indexicaux ou token réflexive, qui dit qu'il faut renvoyer à l'occurrence, mais la référence, ce n'est pas l'occurrence, mais il faut partir de l'occurrence. C'est quand même important, c'est Sioux, vous verrez après, il faut partir de l'occurrence et le prendre au pied de la lettre. Théoriquement, j'ai observé que généralement, quand on explique ceci, la plupart des gens sont d'accord pour dire oui, oui, c'est ça, on part de l'occurrence, mais dans les faits, ils ne le font pas. Je veux dire par là que quand on leur demande après d'expliquer comment que ça se passe, ils ne partent pas de l'occurrence, ils disent c'est cité avant, ou c'est cité derrière, ou alors c'est cité dans le truc. Alors vous verrez que donc, ceux qui sont vraiment token réflexivistes, ils prennent à la lettre
la notion d'occurrence, à savoir l'occurrence, c'est si je dis je suis ici à 15h moins le quart, il faut partir de l'occurrence sonore de je que je viens de prononcer il y a 10 secondes. Hein. Il ne faut pas dire ben, je suis assis là ou un truc, ou c'est lui qui l'a dit, c'est Jojo qui l'a dit, etc. Enfin Bibi ou n'importe, etc. Non, non, il faut partir du truc. On verra. Et donc la théorie token réflexive, elle se résume en une phrase que beaucoup de gens acceptent, mais qu'il est très difficile de mettre en pratique, vous verrez après, parce que ça suppose quand même un fonctionnement assez complexe. Alors la définition, je vous l'ai mise en gros standard hein, qui circule, c'est qu'une expression token réflexive, ou déictique, hein, si vous voulez, est une expression qui renvoie à son référent, donc on accepte qu'elle est référentielle, ce que tout le monde dit, si vous voulez, par l'intermédiaire d'éléments spatio-temporellement reliés à l'occurrence. Donc ça veut dire que, ben, sinon je ne peux pas, vous voyez, si je pars de l'occurrence pour trouver un référent, il faut bien que, quand je prends l'occurrence, pour qu'elle me conduise au référent, il faut bien qu'il y ait des relations de contiguïté occurrentielle avec mon occurrence, sinon ça n'est pas logique. Je ne sais pas si vous me suivez bien, on va peut-être après le faire au tableau, un exemple. Donc l'idée c'est bien de dire, je pars vraiment de la réalité concrète, unique de l'occurrence, et je trouve le référent par une chaîne de relations qui, au départ, si ça part de l'occurrence, doivent être contiguës à l'occurrence. Alors si j'ai dit spatio-temporellement, c'est parce que certaines occurrences sont spatiales, parce que d'autres occurrences seront temporelles, hein, dans la lignée du temps. Et donc que je conduis. Avantage énorme, je vous l'ai mis en note sur l'exemplaire, le premier avantage énorme, c'est que ça vous autorise à avoir des référents qui ne sont pas dans l'endroit d'énonciation. Parce que il faut que j'ai des éléments dans la situation d'énonciation, puisque j'ai l'occurrence, mais ensuite je peux avoir d'autres procédés qui me permettent d'en sortir. L'essentiel, c'est que j'ai une chaîne qui part de l'occurrence et qui conduit au bon, si vous voulez, référent. Alors je vous propose un exemple, si vous en voulez un deuxième, je pourrais vous en donner un deuxième. Donc le premier exemple, extrêmement simple, là aussi, du tout courant, c'est une boîte ou une fiole de médicaments, Sylvain, tu vois, une fiole de médicaments, sur laquelle il y a marqué sur l'étiquette, ce médicament est déconseillé aux femmes enceintes. Alors aujourd'hui, généralement, on n'écrit plus, on met un dessin. Alors ne me lancez pas ceci, si vous voulez, dans les pattes, parce que je ne saurais pas me débrouiller. Acceptez que sur l'étiquette, il y a marqué, ce médicament est déconseillé aux femmes enceintes. Bon. Alors donc, il faut, on est bien d'accord, il faut que je calcule comment vous comprenez que ce médicament renvoie, non pas, j'insiste bien, non pas aux médicaments, ne renvoie pas aux simples pilules qui sont dans la boîte, mais renvoie aux pilules du type de celles qui sont dans la fiole. Alors donc, on va aller tout doucement à partir de la théorie token réflexive, comment ils le font. Vous verrez, vous pourrez peut-être dire c'est idiot parce que tout le monde a compris. C'est vrai, tout le monde a compris, mais on va quand même aller. L'occurrence de ce médicament est une occurrence écrite. On est d'accord? Bon, oui ou non? Écrite, hein? On est bien d'accord. Donc, c'est une occurrence écrite. L'écrit, comme Saussure nous l'a bien dit, c'est une chaîne spatiale unidimensionnelle. On est d'accord aussi. Donc, linguistiquement, l'occurrence de ce médicament est sur une ligne, je dis bien, sur une ligne spatiale, qui est la ligne de l'écriture. La preuve que c'est bien unidimensionnel, je pourrais marquer ce médicament grand comme ceci, hein, pour bien l'inciter. Mais l'étiquette, ça ne me permettrait pas. Mais admettons que vous ayez une chose, je pourrais l'écrire. Comme je peux aussi, ce que font, là, vous le savez, tous les spécialistes de santé qui le savent, dès qu'il s'agit de cacher quelque chose, ils l'écrivent le plus petit possible. Alors, vous voyez bien, alors que s'il y avait une norme, il faudrait qu'il y ait, là, il faut vraiment parfois la loupe pour pouvoir lire, etc. J'exagère, hein, quels sont les trucs. Donc, au départ, c'est unidimensionnel. Donc, non, je ne peux pas écrire, non, ça ne fait rien. On laisse tomber. Non, c'est pas... Non, c'est bon, là, je veux simplement montrer là. Après, j'en fais plus. Non, laisse tomber, là, on va pas... Laisse tomber, va. Laisse pas tomber, regarde, tu vas nous faire un dessin.
Il aurait mieux fallu laisser tomber. Hein. J'ai laissé tomber. Tu m'as dit laisse tomber. Oui, ah oui, laisse tomber, c'est tombé. Ah, je ne suis pas doué. Donc, j'ai ce médicament, j'insiste bien là-dessus. Hein. Ce médicament, et il faut que j'arrive à comprendre que c'est un type de médicament. On est bien d'accord? Un type de médicament. Donc, au départ, ceci est ce qui est, j'insiste bien, ce qui est donc l'occurrence, c'est la ligne spatiale unidimensionnelle. Comme vous le savez aussi, malgré tout, dès que j'ai une occurrence spatiale unidimensionnelle, je ne peux pas la représenter, dès que je la représente, dès que c'est une occurrence, elle a automatiquement aussi une deuxième dimension qui n'est pas pertinente linguistiquement, mais qui est nécessaire pour la représentation. Donc j'ai à ce moment-là, regardez bien, j'ai donc ça, et j'ai ceci. Donc première chose, j'ai donc une occurrence maintenant, ou une unité maintenant qui est bidimensionnelle spatialement. Hein, donc j'insiste bien là-dessus, qui est bidimensionnelle spatialement. Si vous le savez aussi, si vous avez une occurrence bidimensionnelle spatialement, vous ne pouvez pas l'avoir à moins qu'elle soit sur un espace, j'insiste bien là-dessus, sur un espace, et c'est important, sur un espace qui la dépasse, qui est aussi bidimensionnel. Donc j'ai, si vous voulez, en somme, il y a un espace autour qui est bidimensionnel. Cet espace bidimensionnel, il n'y a pas dans la réalité, quand j'ai écrit là aussi, il n'y a pas d'espace bidimensionnel sans qu'il y ait, les peintres vous le diront, que la peinture, même quand vous dessinez, la peinture a toujours une épaisseur. Donc, ma surface bidimensionnelle est elle-même la surface d'une entité tridimensionnelle qui est ici l'étiquette. Donc, je répète, l'étiquette, hein, elle a une épaisseur. Hein. Bon, on peut symboliquement faire abstraction, mais elle a une épaisseur. Donc, pour le moment, toujours, c'est la contiguïté. Hein. Donc, je répète, l'unidimensionnel est contigu forcément au bidimensionnel qu'elle implique. L'unité bidimensionnelle elle-même est contiguë, c'est une partie d'une surface plus grande, qui est une surface bidimensionnelle. Cette surface bidimensionnelle est la surface contiguë d'une entité matérielle tridimensionnelle qui est l'étiquette. L'étiquette elle-même est fixée sur un support tridimensionnel, hein, donc un support tridimensionnel qui est la fiole. Ma fiole elle-même, donc je continue, hein, il faudrait le faire comme ceci. Donc dans la fiole elle-même, la fiole a, donc c'est une entité tridimensionnelle qui est vide, dans laquelle donc j'ai contigu, puisque j'ai à l'intérieur, ou pas, je n'ai même pas besoin d'avoir, mais fonctionnellement, donc admettons que j'ai des pilules. Je ne précise pas la marque pour ne pas subir les foudres, si vous voulez, je ne voudrais pas encore avoir un temps. Donc, je laisse ceci de côté. Donc, j'ai mes pilules qui sont dedans ou qui virtuellement, puisque la fiole est destinée à accueillir de façon des exemplaires. Pour le moment, j'insiste bien, tout n'est qu'une relation d'espace. Hein, donc, on est bien d'accord, hein, d'espace spatio-temporel. Maintenant, le seul passage, donc ça c'est totalement déictique, la seule chose qu'il y a encore, il faut que vous puissiez comprendre, et c'est le dernier cas, donc j'ai des exemplaires qui sont des entités tridimensionnelles, logées dans un espace tridimensionnel, sur laquelle est l'étiquette tridimensionnelle qui a une surface bidimensionnelle, sur laquelle il y a une inscription bidimensionnelle, qui elle-même est pertinente unidimensionnellement, signifiant ce médicament. Et ça, ce n'est pas du tout déictique, mais ça fait partie du processus. Je comprends pour des raisons graïcéennes, à la pragmatique, je comprends que, et ça, tout spécialiste de santé vous dira que si vous dites ce médicament est interdit aux femmes enceintes ou est déconseillé aux femmes enceintes, tout le monde comprendra que ce n'est pas seulement ces médicaments-là. Ça serait quand même fantastique si c'était seulement cette fiole, vous iriez de nouveau chez le pharmacien, vous diriez hey, mon gars, donne-moi l'autre à côté. Hein. Oui, mais je veux dire par là que... Bon, donc on comprend que ça ne peut pas être... Mais il faut que ça soit quand même à partir de des exemplaires qui sont dans ce truc. Et alors c'est là que vous avez une règle, vous pouvez l'appeler métonymie ou n'importe, etc., de généralisation qui va de l'exemplaire au type,
qui n'est pas du tout déictique, mais qui est compris dans le mécanisme. Donc, vous avez vu qu'à partir donc d'une règle très simple, ce médicament renvoie au type de médicament, mais par une succession de contiguïtés et par une règle plus générale due à la pragmatique qui vous oblige à sortir et qui vous fait comprendre que c'est ce type de médicament et que ce n'est pas seulement les pilules qui sont dans cette truc. Donc, j'espère que vous avez vu, je ne vais pas développer, si vous voulez, plus longuement, on verra encore d'autres exemples, mais vous pouvez avoir ceci avec ici, si vous prenez un exemplaire, si vous voulez, comme ici, voyez, pour vous donner, si vous avez par exemple ici, généralement, donc qui est typiquement admis par tout le monde que c'est une expression déictique, eh bien, la plupart des grammaires disent ici renvoie à l'espace du locuteur ou ici renvoie à l'espace où se trouve ici. Les deux ont raison, mais ce n'est pas suffisant. Parfois c'est l'espace du locuteur, parfois c'est l'espace où se trouve ici. Regardez bien, si par exemple, pour vous donner une idée, si vous avez par exemple dans un local et vous dites, puis aujourd'hui surtout quand vous entrez dans un local, vous avez par exemple écrasé votre cigarette ici. Hein? Voilà. Donc, et vous avez en dessous, vous avez donc un petit truc, etc. Donc, vous l'avez aujourd'hui, hein, écrasé votre cigarette ici avant que vous rentriez dans le truc. Alors, si vous prenez la grammaire, vous avez ceux qui vous disent c'est l'endroit où se trouve le locuteur. Aucun intérêt, j'espère que vous avez compris. On n'a aucun intérêt et on ne calcule pas. Il n'y a personne qui va calculer, c'est-à-dire le fumeur, lui, il ne va pas se dire c'est moi le locuteur, donc c'est vrai. Ou alors s'il dit, s'il est un peu en dehors, il dit le locuteur n'intervient strictement pas. Il y a ceux qui disent, type sous référentiel, disent il faut écraser, donc en somme, hein, ici renvoie à l'endroit où est marqué ici. C'est faux aussi, parce que le gars, s'il était un bon grammairien, il prend sa cigarette, il l'écrase sur ici. Il n'y a pas un gars qui va écraser sur ici. Alors il comprend aussi pourquoi, pourtant vous avez calculé encore une fois à partir de l'occurrence d'ici, vous voyez c'est le premier lieu pertinent pour écraser. Donc vous aurez toujours la contiguïté. Et là aussi pour montrer bien que la contiguïté compte, c'est que vous n'avez pas écrasé votre cigarette ici et le truc qui est à 5 mètres plus loin. Vous ne voyez pas, il faut que ça soit vraiment en contiguïté spatiale. Bon. Si vous avez des exemples temporels, vous aurez au contraire, vous pouvez avoir au contraire le locuteur qui est pris en compte. Mais là aussi, ça n'est souvent pas bien expliqué. On dit c'est l'endroit où se trouve le locuteur. Si maintenant je dis ici il fait chaud, je dis ici il fait chaud, tout le monde comprendra que c'est dans la pièce dans laquelle on se trouve, on est d'accord. Donc je veux bien l'endroit où se trouve le locuteur. Si je dis maintenant à Dominique, viens ici. Alors vous voyez, Dominique vient, regardez bien. On est déjà dans la salle. Il vient ici, et si je veux l'embêter, je me déplace chaque fois. Vous regarderez qu'à chaque fois que je me déplace, l'endroit de ici, le lieu de ici change. Aucune grammaire ne le dit. Alors que si je dis ici il fait chaud, je peux me balader dans toute la pièce et dire ici il fait chaud, etc. Dès que je me fous dans un coin, par exemple comme Pierre, là, dans le coin derrière, et je dis ici il fait chaud, vous aurez compris que c'est dans le coin et que c'est plus dans la pièce. Donc j'espère que vous avez vu que, en fait, le fonctionnement de ces petits mots est très pauvre du point de vue instruction, mais très sioux du point de vue calcul, du point de vue complexité, et que ça repose, et c'est pour ça que ça marche bien, ça repose essentiellement sur des relations de contiguïté, avec aussi à un moment donné intervention des notions de pertinence qui permettent d'expliquer pourquoi ça marche ou pourquoi, si vous voulez, ça ne marche pas. Bon, alors maintenant, si vous êtes d'accord, on revient à je et à tu. D'accord ? On va revenir à je et à tu, et donc pour dire que chez Benveniste, il approche ceci lorsqu'il dit « je » est l'individu qui énonce la présente instance de discours contenant l'instance linguistique « je », et aussi « tu » est l'individu allocuté dans la présente instance de discours contenant l'instance linguistique « tu ». J'insiste bien que c'est un progrès considérable par rapport à la thèse simple énonciative, la thèse locutoire. La seule chose, c'est que il n'est pas allé plus loin, ce n'est pas un reproche que je lui fais, parce que généralement, ceci suffit généralement. Et donc, s'il n'y a pas eu, si vous voulez, creusement là-dessus, en fait, on n'est pas allé plus loin. Je fais quand même allusion pourquoi il faut aller plus loin, et regardez bien, et qu'il y a quand même un fonctionnement indexical, c'est que dans la langue des sourds, c'est bien l'index qui sert. Quand ils font comme ça, la langue des signes américaine, ceci c'est « je », et
ceci, c'est tu. C'est vraiment, vous voyez, une relation de geste, d'indexicalité, à savoir token réflexive. Alors, si vous voulez, on va maintenant, si vous voulez, voir comment que ça marche, et donc montrer des cas de je et de tu qui sont plus sioux que les cas normaux. Alors, je commence par le jeu oral, comment il fonctionne, le cas vraiment standard, et ensuite tu standard, et après on prend des cas non standards. Alors, premier cas, si vous voulez, qui est standard. Dans un dialogue, si vous voulez, tout à fait canonique, vous avez donc quelqu'un qui dit « je », et comment donc fonctionne ce jeu, à savoir comment l'interlocuteur arrive-t-il à comprendre qui est je. Alors, je le dis encore une fois, je vais raconter des choses triviales, vous verrez qu'après, ça sera un petit peu moins trivial. Mais si vous avez, j'insiste bien quand même, si vous avez « je », c'est pour ça que je le fais, parce que sinon ça n'apparaît pas. Mon occurrence est une occurrence sonore. On est bien d'accord quand je dis maintenant je, c'est une occurrence sonore. Je dois trouver, donc si je dis je, moi, je mets ici, dois trouver GK. Hein, donc d'accord? Ou alors, comme on m'appelle dans mon village de paysans, Chikay. Bon, ceci pour vous dire que les vignerons se mettent à l'anglais plus vite que les linguistes, parfois. Alors, je reviens donc, si vous voulez, à mon GK. GK n'est pas une entité temporelle. C'est pour ça que je vous dis que si je vous le disais simplement, il suffit de regarder. GK est une entité, on est bien d'accord, est une entité quand même. Il y a, si vous voulez, de l'esprit peut-être, mais c'est avant tout une entité matérielle, c'est-à-dire qui occupe une certaine portion d'espace. Donc, normalement, j'espère que vous voyez bien, c'est pour ça que je vous dis que ça paraît banal, mais c'est moins banal, surtout les canons standards permettent de me comprendre. Il faut donc que je passe d'une occurrence orale, non matérielle, qui n'est que, j'insiste bien là-dessus, qui est dans une unidimensionnalité temporelle, hein, comme le temps, comme Saussure l'a montré aussi, hein, la chaîne sonore, il y a une occurrence est avant l'autre, etc., dans le temps. Donc, entité non matérielle, il faut expliquer comment je trouve une entité matérielle qui est le locuteur, puisque la règle locuteur reste, hein, j'insiste bien là-dessus. Alors, regardez bien. Donc, il me faut, du coup, il me faut une interface, ou autrement dit, il me faut une entité qui soit à la fois spatiale et qui soit à la fois temporelle pour me permettre, donc j'insiste bien, donc si vous voulez un bifront, ça, il faut du temporel et il faut du spatial pour que, donc il faut une occurrence qui soit, j'insiste bien là-dessus, donc contiguë temporellement à je, et qui ait également un côté spatial qui permet de conduire au locuteur. Ça vous paraît inutile? On verra après avec les canons standards que ce n'est pas inutile. Donc je répète, je vais tout doucement. Donc je est prononcé à un moment donné. Admettons que ce soit prononcé à l'instant T1. Hein, je ne mets pas T0 parce que sinon ça évoque trop le... Je préfère mettre T1, mais pas pour des raisons théoriques, mais pour éviter le T0 de l'énonciation, même si c'est ça, hein, je pourrais le mettre. Donc, au moment T1, ben, regardez bien, il me faut ici une entité qui soit simultanée à T1, hein, donc à cette occurrence sonore, vous voyez, qui survient, et qui ait donc une partie matérielle ou spatiale qui permet de conduire au locuteur. Alors là, je retrouve le truc donc, que tout le monde dit, mais c'est expliqué autrement. Au moment où vous avez entendu « je », il y a quelqu'un qui a fait l'action matérielle, j'insiste bien, l'action de déplacement des lèvres, c'est-à-dire qui a énoncé, si vous voulez, mais qui a donc fait l'action, on pourrait dire l'événement qui a fait un geste qui a produit ce truc sonore, qui a fait en T1 un geste sonore, et qui en même temps, si vous voulez, a une partie matérielle. Alors, ça revient à dire que « je », c'est la personne qui dit « je ». Simplement, j'ai explicité ce qu'il y a dans « je » à la personne qui a dit « je », hein, j'insiste bien là-dessus. Donc, je répète, « je », l'occurrence sonore, est le résultat. Hein, ce sont des ondes qui vous touchent.
Et au moment donc la simultanée, ça peut être un peu avant, mais il faut qu'il y ait contiguïté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager que par exemple, regardez bien, je vais me mettre comme ça, il entend je n'ai rien dit, et que, admettons que je ne bouge les lèvres qu'une minute après, vous comprenez clairement. Ou alors, je bouge les lèvres, rien ne sort, comme en duel, et ensuite, 3 minutes après, il y a je, etc., qui soit produit. Donc, le cas standard, et j'espère que vous avez compris pourquoi on ne se casse pas les pieds, parce que c'est beaucoup plus simple de dire « je », c'est celui qui a dit « je », mais ça revient à ça, j'insiste bien, là vous avez un jeu sonore qui est concomitant à un événement de production exécuté par une personne qui a en même temps, elle, une partie matérielle et qui peut donc être le locuteur. Si je prends maintenant tu, ça apparaît un peu plus nettement avec tu, et après on passe au canon standard. Hein. Alors si on prend tu, eh bien, c'est la même chose, j'ai une occurrence sonore. Hein. Je prends dans le cas donc, du dialogue standard. Donc, j'ai une occurrence sonore. Cette occurrence sonore doit me conduire à une personne. Alors là, c'est Pierre Larrivée. Donc, alors, en train de chanter. Hein. Donc, c'est à peu près ça, non? Tu regardes une fois, tu n'as pas regardé? Si, PL, hein? Voilà, donc je lui dis tu. Alors, vous voyez bien, donc j'ai une occurrence sonore, j'ai le même problème, je dois donc trouver une interface, regardez bien, je dois trouver une interface à la fois temporelle et matérielle, qui me donne cette fois-ci descriptif, pas le locuteur, mais l'interlocuteur. On est bien d'accord, puisque le trait, je répète encore une fois, le côté descriptif locuteur-interlocuteur n'est pas faux, hein, seulement ça ne suffit pas. Alors, quel est le truc qui fait, mais là vous pouvez le voir, c'est de nouveau le locuteur, regardez bien, le locuteur, au moment où le locuteur de je dit tu, il délimite un espace spatial, il peut l'indiquer avec le geste, vous voyez, il peut avec le geste par exemple, donc si par exemple je fais lève-toi, au moment où je dis toi, je fais en même temps un geste hein, qui délimite une région spatiale dans laquelle doit se trouver celui auquel je dis toi. Donc vous voyez, tu, c'est pas simplement celui auquel je dis toi, mais c'est celui qui est trouvé par le fait qu'il y a une relation de contiguïté, un geste qui est accompli au moment où je dis tu, je fais aussi soit le regard, c'est pour ça qu'est important l'histoire des strabismes divergents ou convergents, c'est-à-dire qu'effectivement, si je fais, vous voyez, si je dis par exemple comme ceci, levez-vous, et que mes deux yeux divergent, il y a deux personnes qui se lèvent. Alors qu'il n'y en a qu'une qui devrait, avec vous, on pourrait comprendre la pluralité, mais prenons lève-toi, ben, il y a deux personnes qui se lèvent parce que si elles ont compris que c'est elle qui est visée, c'est pas parce que j'ai dit toi, c'est parce que j'ai dit toi, bien sûr, mais c'est aussi parce que spatialement, j'ai fait le geste, au moment même de l'énonciation, il y a le geste qui est concomitant, qui me sélectionne dans l'espace, si vous voulez, une portion qu'on peut appeler l'espace interlocutif, dans lequel il y a, si vous voulez, qu'un interlocuteur, et ça, il comprendra que c'est lui qui est visé. Donc vous voyez de nouveau, j'ai temporel, c'est-à-dire au moment où je dis toi, à ce moment-là est concomitant le regard ou la direction que j'indique, soit avec le doigt, soit avec les yeux, soit avec les deux, hein, soit avec le doigt et les yeux. Mais ça peut aussi être plus subtil, comme dans l'histoire que j'ai racontée, c'est toi, ou c'est pas du tout le regard, puisqu'elle regarde la télé. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle se gourre, parce que si elle avait regardé, elle l'aurait bien vu, je ne sais pas si vous comprenez bien. Mais où c'est au contraire le lieu, la familiarité. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe, que ça enrichit sacrément le travail et que c'est pas... Bon, alors je reviens pour vous dire, donc, si vous êtes donc d'accord, ce sont les camps standards. Mais si vous prenez ça, vous comprenez pourquoi on n'a pas besoin de raconter ce que j'ai raconté. Vous pouvez vous contenter de dire que tu, c'est le mec ou la mecesse à laquelle je dis tu. Et puis, c'est bon comme ceci. Tandis que, si vous voulez, vous prenez maintenant des cas non standard, on va voir, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué et que là, il faut faire intervenir
toujours mieux ce raisonnement référentiel. Alors, premier cas non standard, hein, c'est celui du jeu écrit. Alors, vous voyez, donc, maintenant je l'écris, le jeu écrit. Donc, cette fois-ci, j'ai une occurrence qui est écrite et plus du tout besoin de temporalité. Là, plus besoin de temporalité, c'est la seule chose qui compte ici. Je le rappelle, c'est une unité qui est donc unidimensionnelle d'abord, mais qui est bidimensionnelle parce qu'elle est écrite sur, je rappelle, comme ceci et comme cela. Et que donc, par exemple, si vous écrivez une lettre et que vous marquez je viendrai la semaine, chère Marie, je viendrai la semaine prochaine, etc., si elle n'a pas regardé, si c'est chère Marie, elle peut comprendre parfois, mais ce n'est pas forcément sûr. Qu'est-ce que vous regardez tout de suite? Vous regardez généralement, par convention, la signature. Hein? Par exemple, Sylvie. Bon. Alors, regardez comment se passe la chaîne. Donc, j'ai une occurrence unidimensionnelle non matérielle qui doit renvoyer à Sylvie. Sylvie est une personne, etc. Bon, voilà. Donc, bidimensionnelle, hein, on accepte bien, etc. Donc, comment est-ce que je comprends? Ben, regardez, la chaîne est... Là, j'ai simplement besoin donc de passer de l'unidimensionnel spatial. J'ai déjà de l'espace au départ. Il faut que je passe au tridimensionnel, la personne en question. Et là, le passage est assez facile à faire. Vous avez le texte, vous avez donc le texte. Le texte lui-même comporte des lettres écrites. La première, et là c'est par la convention, la signature. Vous avez une unité dimensionnelle spatiale qui est en relation de contiguïté. Si par exemple il y a 3 signatures, ça ne marche pas. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Admettons qu'il y a 3 signatures, vous devriez mettre nous sous-signés, nous. Et ça serait difficile s'il y avait maintenant Sylvie, Florence et trucs, etc. Donc, vous avez l'occurrence qui est en contiguïté, la première donc en contiguïté avec la première ici occurrence d'un nom propre, et vous avez une relation qui n'a rien de déictique, mais une relation dénominative, à savoir, et pas déictique, Sylvie est une relation dénominative, renvoie à une personne qui est tridimensionnelle, et vous aurez compris que c'est Sylvie. Donc là aussi, pas besoin, mais vous voyez bien que si j'enlève, je vous envoie une lettre et il n'y a pas de signature, vous ne saurez pas qui c'est. Sauf, vous faites des supputations, pas savoir qui est-ce qui peut vous écrire, ou selon ce qu'il a écrit, ou des choses comme ceci, mais il n'y aura pas de relation, si vous voulez, directe qui soit calculée. Je passe maintenant à plus Sioux quand même encore, si vous voulez bien, toujours dans mes jeux. Voilà. Je passe maintenant à... Regardez bien, par exemple, pour bien le montrer, vous avez la mode des t-shirts. Vous avez la mode des t-shirts, vous voyez, où vous pouvez acheter des t-shirts avec marqué dessus « I am a genius ». Et alors, si ça marche très bien, c'est parce que les gens qui le mettent, ils sont heureux ludiquement de se promener, puis ça fait rigoler. Il y a des choses un petit peu plus trucs, mais enfin bon. Oui, non, mais c'est vrai, il y a du tout. Au marché de Noël, j'en ai... Oh, on n'a pas développé. Hein. Bon, alors regardez bien, vous avez une occurrence de jeu qui est unidimensionnelle, qui est, elle, sur une surface bidimensionnelle, qui est la surface du t-shirt. On est d'accord? La personne qui la porte est la première personne de la chaîne, et donc l'effet ludique est produit parce qu'on comprend que, si vous voulez, que le jeu, c'est que la première personne en relation, donc tridimensionnelle, hein, elle porte le t-shirt, et donc ça sera elle, d'où vous pouvez jouer. Si vous avez, tant que le t-shirt est chez le marchand, ou si vous avez, s'il enlève le t-shirt et le met sur une chaise, il n'y a plus d'effet. Hein. Il n'y a plus d'effet, vous comprenez que ça peut marcher pour qui le veut. Mais si vous voulez vraiment jouer au petit héros philosophe et embêter les grammairiens, vous pouvez aller plus loin. Vous faites la chose suivante, pendant la nuit, quand le gars il enlève son maillot, il roupille tranquillement, etc. Eh bien, si vous êtes un bon dessinateur, vous lui collez ici, vous lui collez un buste de Einstein dessus. Hein.
eh bien, qui sera le référent à ce moment-là? Même s'il a acheté le premier référent en contiguïté spatiale, si vous voulez, possible avec I, ça sera Einstein, le I am a genius. Hein, donc, vous voyez un peu. Alors, je vous ai mis 2 exemples encore pour illustrer ceci. Vous avez très souvent, vous voyez, le 32, c'est un exemple de Louis de Saussure, où vous avez quelqu'un, c'est dans un magasin, une supérette de quartier suisse, où vous avez une affichette, parce que les Suisses ne veulent pas les animaux à l'intérieur des poissonneries ou des boucheries, etc., parce qu'ils ont peur qu'ils soient transformés ensuite en viande ou en truc, en boulettes. Alors donc, du coup, non mais c'est un truc, du coup, il faut laisser les chiens dehors. Alors donc, je reste ici, je crois que vous le calculez aussi facilement, par une chaîne matérielle, sauf que s'y ajoute à la fin, il faut encore là aussi une règle qui n'est pas déictique, il faut supposer la personnification du chien. Vous voyez, c'est ce qui est intéressant à savoir. Pour aller jusqu'au bout, vous avez la première, où je vous ai mis encore 33, je serai absent le jeudi 26 mai 2011, qui affiche sur la porte du bureau d'un professeur de linguistique présystémique Ho Sungovienne. Oui, non, mais je veux dire, là, c'est le grand mouvement en Alsace de lancement de linguistique présystémique. Tu connais les systèmes présystémiques, etc. Bon, alors je reviens à ceci. Ce qui est intéressant là, c'est que vous le faites très souvent. Quand vous mettez sur votre bureau « je serai absent du 15 au 20 » et que l'étudiant arrive, comment est-ce qu'il sait que c'est vous? Il le sait uniquement parce que là, c'est l'endroit, l'affiche est sur la porte est la porte d'un bureau, dans la porte de ce bureau, il y a un prof. S'il y a 3 profs dedans, ça pose un problème. Il faut mettre en dessous, s'il n'y en a qu'un, même pas besoin, le nom de côté peut marcher, etc. Donc j'espère que vous voyez à peu près, si vous voulez, comment ça marche, en somme, hein, je ne vais pas développer, mais disons donc tout simplement que le fonctionnement de je et de tu nécessite donc relève du fonctionnement des autres expressions déictiques, sauf qu'il s'y ajoute des cas de standard plus faciles, plus efficaces, parce que dans l'interlocution standard, l'interlocuteur fait face au locuteur, et donc il y a peu de risques, si vous voulez, d'échec référentiel, etc. Je passe, si vous voulez bien, je peux encore 10 minutes, un quart d'heure, ça va encore, oui? Oui. Un bon quart d'heure. Je crois que la salle est prise à 16 heures. Hein. Oui, alors j'accélère. Écoutez, c'est la dernière dimension. Donc, si vous voulez, nous avons entrevu qu'on pouvait régler ou enrichir, du moins, je dis bien parce que je voudrais simplement que vous comprissiez que ce que j'ai dit sur le locutoire reste valable et que c'est qu'un enrichissement, ça ne dit pas que c'était faux, hein, ce qui était dit. C'est qu'un enrichissement, si vous voulez, mais qui montre quand même que c'est souvent très sioux la compréhension, mais qu'on peut expliciter les différentes étapes, même si on peut sauter. Dans les cas les plus standards, c'est tellement évident qu'on peut les sauter. Alors la première, si vous voulez, question qui se pose maintenant pour la 3e partie, c'est que pourquoi est-ce qu'on a de telles expressions, ou pourquoi, si vous voulez, a-t-on, si vous voulez, des expressions du type je et tu, autrement dit, après avoir montré comment elles réfèrent, pourquoi toutes les langues ont des expressions de ce type, même si elles n'ont pas je, parce que c'est inclus comme, si vous voulez, une sorte de morphème dans le verbe, mais vous l'avez quand même exprimé en moi, en toi, qui existe. Pourquoi est-ce qu'on a? Alors la première, il y a plusieurs réponses possibles, dont chacune a une part de validité. Alors je voudrais surtout attirer l'attention donc sur la dernière, qui est l'idée de la dimension de la subjectivité. Mais la première réponse qui est valide jusqu'à un certain point, c'est de dire, c'est que, si vous voulez, si on a la situation de locuteur et d'interlocuteur, et c'est celle qui est donnée, elle n'est pas fausse, mais c'est que je et tu me permettent de renvoyer au locuteur et à l'interlocuteur. Et c'est vrai. Alors là où c'est pas vrai totalement, c'est quelqu'un pourrait dire, mais attention, on pourrait avoir que des noms propres. Et ceci est renforcé par l'idée que les gosses, c'est d'abord les noms propres qu'ils utilisent et qu'ils n'ont pas besoin de je et de tu pour dire, hein, c'est Bibi, hein, mais avec un Bibi, etc. La seule chose quand même, la réponse est correcte. Parce que la réponse n'est pas fausse, hein, j'insiste bien là-dessus, la réponse n'est pas fausse,
vous verrez, elle n'est pas totale, n'explique pas tout. Si on l'a, c'est que dans beaucoup de cas, je ne connais pas les gens. Donc, si vous voulez, le nom propre supposerait que je connusse, en somme, la personne en question, alors que c'est quand même assez agréable. C'est pour ça que l'on rentre dans les termes d'adresse. Si je tombe sur quelqu'un, etc., ou alors je peux lui dire « Hé, la personne », alors que c'est quand même plus agréable de pouvoir lui dire « Hé, toi », ou « vous », etc. Pour je, c'est moins évident, on n'aurait pas besoin de je. Vous voyez, je pourrais dire Bernard, je pourrais avoir le nom propre. C'est surtout valable pour l'interlocution, puisque je ne suis pas toujours supposé connaître quelqu'un en dehors de la situation d'interlocution. Si je tombe sur une personne que je n'ai jamais vue, ma seule connaissance que j'ai, c'est qu'elle est en face de moi. Et alors là, s'il me marche sur les pieds, il faut quand même puisse lui dire « enlevez-vous » ou n'importe, etc. Je ne peux pas lui dire « monsieur truc ». Enfin, je pourrais dire « monsieur, madame », c'est aussi des trucs, c'est vrai, mais c'est des termes d'adresse, je le retiens. Mais donc, c'est pas totalement, ça n'est pas la seule explication. Deuxième explication qui a été souvent avancée et qu'il faut retenir, qui est aussi très intéressante, c'est l'économie cognitive. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez les noms propres, c'est archi connu, c'est une des définitions, si vous connaissez les noms propres nécessitent un effort d'apprentissage cognitif pour chaque individu qui a un nom propre différent. Donc ça ne revient pas à dire que chacun a un nom propre différent, ça revient simplement à dire que chacun a un nom propre et on pourrait tous ici s'appeler Albert, il faudrait que j'apprenne à chaque fois, si vous voulez, pour les Albert et les Albertines retrouvées ou pas, il faudrait que, si vous voulez, que j'ai l'effort mémoriel. Après, ce qui est fantastique avec les noms propres, c'est qu'une fois que j'ai fait l'apprentissage mémoriel, cognitif, unique pour chaque référent, après je peux dire 1000 fois, si vous voulez, je peux l'utiliser 100 000 fois pour la même personne si mes neurones le permettent. Alors là, vous verrez déjà à mon âge, c'est là, enfin c'est archi connu, mais c'est vrai, c'est que parfois je dis comment il s'appelle de nouveau, comment il s'appelle. Alors que le truc, bon, mais je veux dire pas là que vous pouvez l'utiliser. Donc le nom propre, c'est apprentissage cognitif énorme, mais une fois que je le sais, ça rappelle quand même que l'enseignement, c'est un peu ça. Vous voyez ce que veut dire que l'enseignement, c'est une fois que vous avez appris, oh purée. Après, c'est bon, si vous avez appris un poème de ceci par cœur, vous pouvez le réciter 1000 fois à votre chat, à votre voisin, au facteur. Personne ne le fait, c'est dommage un petit peu, parce que... Non, mais si, je trouve que ça serait formidable si le facteur arrive, vous lui déclamez du Baudelaire à 10h du matin, moi je trouve que ça changerait beaucoup de choses, non? Bon, alors je reviens à mon truc, donc c'est cognitivement. Donc je répète, vous avez apprentissage cognitif énorme, mais fonctionnement sensationnel, pas de problème, tant que les neurones sont vraiment actifs, que vous pouvez les activer. Si vous prenez maintenant les expressions déictiques, vous aurez compris, c'est juste l'inverse. Apprentissage cognitif minime, j'apprends peu de choses, vous avez vu que c'est peu de choses. Par contre, fonctionnement cognitif, terrible, ça, à chaque fois vous consommez. À chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous êtes obligé de... etc., etc. D'où il y a des quiproquos possibles, avec les autres cas aussi. Mais donc, si vous voulez, on a souvent pu défendre, et c'est pas idiot, si toutes les langues ont des expressions déictiques, c'est évidemment parce que c'est des expressions qui nécessitent peu d'apprentissage. Alors vous voyez bien avec le gosse, tout le doigt, au début, le gosse, tout est indexical, au point que dans le bus, la maman est souvent obligée, ne montre donc pas la grosse dame qui est là-bas, un truc ne montre donc pas. Enfin, je veux dire pas là que ça fonctionne comme ceci. Mais après, évidemment, pour chaque cas, chaque fois que je bouge, c'est un autre calcul qu'il faut faire. Alors, je voudrais venir à la troisième et dernière dimension, si vous voulez, qui est importante, et qui n'est pas souvent mise en relief, même si, comme vous le verrez, ça figure un peu chez Benveniste, mais avec une petite, il a fait, je vous l'ai mis les citations, vous verrez, il a fait une toute petite, pas erreur, mais il a mélangé le côté locutoire, il l'a mélangé au côté de la subjectivité. Vous voyez, il a mélangé les deux, il a mélangé ce côté qui permet de renvoyer au locuteur et à l'interlocuteur, et pour fonder la subjectivité. Oh, vous verrez, c'est justement l'opposé. La dimension subjective, j'essaierai de le montrer, est justement le contraire du côté locutif, ou le côté locutif, vous le voyez bien sur lequel, c'est que si moi je dis je, et je dis à vous, vous, si vous me parlez, vous dites je,
et vous me dites vous. Donc vous voyez, et ça, il l'a utilisé pour dire c'est ça ce qui fonde la subjectivité du langage, parce que vous prenez conscience de moi, vous prenez conscience que je peux être un autre qui parle tu, etc., etc. Or, si on prend maintenant la subjectivité, donc l'idée que je voudrais défendre, si vous voulez, c'est que les marqueurs déictiques permettent d'indiquer directement la prise de conscience que nous avons des éléments qui nous entourent, soi-même, de nous, soi-même, je l'expliquerai doucement, hein, de nous soi-même, de celui auquel je parle, puisque le côté locutoire reste très fort, également pour indiquer que je prends conscience du moment où je vis, que je prends conscience du moment dans lequel je suis, et donc, en somme, ce sont des indicateurs typiques de la conscience de soi, c'est-à-dire d'être dans une situation, de vivre à un moment, de parler à quelqu'un et de se sentir soi. Alors, je laisse de côté le sigma et le sigma 2, si vous voulez, je rappelle encore une fois que si vous mettez l'accent sur l'interlocutif, vous n'arrivez pas à rendre compte de cette dimension irréductible et difficile, c'est pour ça que les enfants ont du mal au départ, hein, irréductible de la conscience d'être totalement différent des autres. Et donc l'idée qui est derrière, c'est que je, dans sa dimension de subjectivité, n'est pas locuteur-interlocuteur, strictement pas, même si vous le dites, hein, puisque vous le dites, mais c'est je qui permet de dire que c'est vous, c'est-à-dire personne unique, totalement différente des autres, ce que je vous ai mis, ce que les philosophes appellent le primal I, opposé au jeu interlocutif qui sera le serial I. Donc si vous prenez le jeu interlocutif met l'accent sur le fait que tout le monde peut devenir jeu, il suffit de prendre la parole. Le jeu primal ou de conscience de soi, c'est que c'est vous qui êtes jeu et personne d'autre. C'est-à-dire, c'est juste l'opposé, hein, je veux dire, pas là, il y a vraiment une inversion des trucs, etc. La même chose, si vous voulez, pour le moment où vous êtes, ou le moment, quand je dis l'endroit du locuteur, regardez si je dis ici, si le train s'arrête en pleine campagne. Le train s'arrête, admettons, parce qu'il s'est arrêté, le train de Caen s'est arrêté à cause de la pluie, du vent et d'éventuels glissements de terrain. Bon, je n'ai rien senti, ni le terrain, ni le glissement, mais c'est arrêté quand même. Et bien, à ce moment-là, je me disais, où est-ce qu'on est ici? Le ici ne renvoyait pas, si vous voulez, il renvoyait à l'endroit, à l'endroit où on était. Je veux dire par là que c'était vraiment, on ne peut pas le définir autrement, hein, puisque je ne savais pas où on était. J'aurais pu dire entre Caen et Paris. Mais on ne savait pas, mais c'était vraiment ici qu'il pouvait marcher pour marquer que c'était l'endroit où on était effectivement, hein, où on se sentait être. Bon. Et même chose pour le temps, hein, c'est-à-dire que nous avons la conscience, nous avons une conscience et nous avons tout intérêt à pouvoir renvoyer à ce temps dans lequel nous nous sentons être. Et là aussi, ne marche qu'aujourd'hui, ou ne marche plus ou moins maintenant, mais là je caricature un peu parce que leur fonctionnement est beaucoup plus difficile. Mais je vous propose, si vous voulez, pour bien s'en rendre compte de ceci, vous prenez le 34, vous voyez. Et donc, si vous voulez, admettons que, si vous voulez, un mari qui a proposé à sa femme, si vous voulez, d'aller au ciné aujourd'hui. Bon. Et au lieu de dire, aujourd'hui nous sommes le 6, non le 5, hein, c'est ça? Bon. Donc, il dit, on va au ciné ce soir, ou on va au ciné aujourd'hui. Il aurait pu le dire, par exemple, on va au ciné le 5 janvier, qui est beaucoup plus fixe, beaucoup plus sûr, hein, beaucoup plus sûr. La femme, elle a le droit de dire, mais tu aurais pu me dire que c'est aujourd'hui. Si vous y réfléchissez, si aujourd'hui ne servait qu'à indiquer, j'insiste bien là-dessus, si aujourd'hui ne servait qu'à indiquer en somme, une journée qui est différente des autres et qui soit stable, le 5 janvier aurait marché fort aussi bien. Mais vous voyez bien, ce que le 5 janvier n'indique pas, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. C'est que ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui vous permet non seulement de marquer, en somme, une date, le 5 janvier, etc., mais vous permet avant tout de marquer, c'est le jour que vous êtes en train de sentir comme le jour, c'est-à-dire le jour où vous êtes, c'est le jour où vous êtes, hein, je veux dire pas là. Vous avez la conscience d'être dans une journée à un moment donné.
Et donc, ce que souvent n'est pas dit, c'est que ces expressions-là permettent donc directement de donner non seulement l'indication d'un référent, mais aussi d'indiquer que c'est un référent qui est subjectivement éprouvé, qu'on a conscience d'avoir partie contigue liée, d'être dedans, hein, d'être dedans, ou ce qu'on appelle, en somme, la conception proprioceptive, hein, si vous voulez, de l'intérieur. Alors s'ouvrent ici des domaines qui n'intéressent plus tellement le linguiste, mais qui intéressent le psychologue, le philosophe, qui intéressent le religieux, et des tas de trucs. Vous voyez, c'est là où le jeu et tu s'ouvre sur d'autres domaines. Si vous voulez, prenez je et tu, donc l'idée que ça serait la même chose, c'est que je permet donc de marquer. Si vous dites par exemple je suis amoureux, c'est avant tout pour dire, pas pour dire que si c'est vous qui l'aviez dit, vous diriez aussi je suis amoureux, mais c'est dire que c'est moi qui suis amoureux et aucun autre, ne dites pas là. Ou si vous voulez, fond profondément moi. Si je dis à tu, c'est pour ça que vous avez cette histoire d'Alain Delon et de distanciation que j'ai un petit peu tournée. Bon, c'est un peu ridicule de ma part, vous voyez, quand j'ai dit la seule personne que je connaisse. Mais vous savez fort bien qu'on a reproché à Alain Delon de parler à la troisième personne. Mais parce que justement, il voulait sortir de cette conception proprioceptive où il n'était je que pour lui. Alors que Alain Delon, quand vous parlez d'Alain Delon, vous avez une saisie d'Alain Delon qui dépasse le cadre de sa personne pour à la fois être lui et à la fois être un autre que lui. Regardez, si je dis à Marcel Guillaume, Marcel a soif, eh bien, il met un moment à comprendre qu'il s'agit de lui. Pas parce que l'histoire du locuteur ou du non-locuteur, parce qu'il s'attendrait au contraire à ce que je lui dise tu pour cette conception proprioceptive. Je retombe sur mes pieds comme un chat pour l'histoire de Sophie. J'espère que vous avez compris que si Sophie dit c'est toi pour son mec alors qu'elle ne le voit pas, c'est parce qu'elle est dans cette conception proprioceptive, si vous voulez, qui est localiste enfermante, qui permet d'unir dans, si vous voulez, le cocon grammatical et quand même un petit peu sentimental, si vous voulez, des pronoms, le toi, et que si par exemple, si vous voulez, elle avait dit c'est Paul, il aurait pu dire Paul, je termine là-dessus, mais je ne suis donc plus un toi pour moi. Voilà, je termine là.